assez vite et on voudrait bien s'assurer aussi que vous êtes conscient des fonctionnalités qu'on a ajoutées dans 3 et peut-être ici, il y a une release très récemment, donc on va un peu parler de ça aussi. Alors avant de commencer, qui est-ce qui n'utilise pas Spring Boot du tout? Ok, cool. Qui est-ce qui est toujours sur Spring Boot 2? Là, on va moins rigoler. 2, oui. 2, ok, il y a 3 personnes. Ok, donc 1. Pardon? Bah, 1, c'est... Ok, donc on va parler de terminer donc cette génération, cette Spring Boot, cette troisième génération, pardon. On blaguait tout à l'heure avec toutes les versions de Spring Boot, mais je vais parler de Spring Boot 4, qui est prévu en novembre cette année, donc ça arrive. Puis quelques petites questions de votre part, je l'espère. Je vous rappelle ceci, qui est quelle ville, pour ceux qui n'ont pas encore vu le slide. J'insiste pour ceux qui n'ont pas encore vu le slide, c'est toujours quelqu'un qui vient foirer ma blague et donner le nom de la ville. Quelqu'un a une idée de quelle ville c'est? Ouais, bien vu, Barcelone. Donc c'est Barcelone, et pour vous rappeler, si vous avez un peu du budget, on ne sait jamais, qui a une super conférence sur Spring qui se passe en mai, qui s'appelle Spring I.O. Ça se fait à Barcelone. Le ciel est toujours comme ça. Et donc voilà, c'est super. Et pour la petite histoire, c'est le fondateur de Spring, là en bas à gauche. Donc voilà, maintenant mon idée, c'est plutôt de vous donner quelques petits résumés sur ce qu'on a fait sur la troisième génération, repartir de 3.0, remonter 3.1, 3.2, 3.3. Et la conférence d'après, elle aurait lieu là. Et là, c'est le truc des speakers en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des vélos, et donc en vélo, on s'est promené là, c'est au nord-ouest de Barcelone. Et puis on a visité un caviste, dégustation de vin et de toutes sortes de tapas. Et c'était absolument génial. Donc, voilà. Ben, on a pris les vélos après. Hein. Il y avait du vélo après, non? Ah, mais moi, c'était pas. Je suis pas allé l'année dernière. Donc 3.0, 3.1, 3.2. Quelques petites démos sur 3.4 et sur 3.3 aussi, pour éviter de vous endormir. Je ne parlerai pas énormément de 3.5 parce que, comme vous le verrez, c'est vraiment l'idée, c'est de finaliser cette troisième génération, de ne pas appeler non plus une tonne de changements. Et puis, on parlera de ce qui arrive dans Spring Boot 3, dans Spring Boot 4, pardon. Voilà, on en est là. On en est là, si ce n'est que ça a été pris le 28 janvier. Toutes mes excuses que je n'ai pas pris le screenshot aujourd'hui, je dois à chaque fois le changer, ça me gonfle. Donc, c'est le screenshot du 28 janvier. Vous voyez en jaune, je ne sais même plus dire la couleur, dis donc, c'est dingue. En jaune, c'était supporté, mais pour le support Enterprise. En vert, c'est le support OSS, donc le support open source gratuit. Et la partie en bleu, ça signifie simplement que ce n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore réalisé. Donc, c'est des dates qui sont soi-disant indicatives, mais qui sont assez fermes, puisqu'on a une cadence de release tous les 6 mois, comme vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques années. On release en mai et en novembre. Et on a des dates très, très précises. Enfin, la date elle-même n'est pas précise, mais c'est le 3e jeudi du mois. 3e jeudi du mois pour mai et 3e jeudi du mois pour novembre. On va réaliser une feature release ou une majeure en fonction des cas. Dans le cadre 2025, 3e jeudi du mois de mai, on va réaliser 2.5 et le 3e jeudi du mois de novembre, on va réaliser 4.0. Okay, donc, vous voyez un petit peu comment ça se situe en fonction de où vous êtes dans la 3.0. Si vous êtes sur des versions basses, c'est le moment d'upgrader ou c'est le moment de nous donner des sous. Au choix. Je préfère les sous perso, mais bon. Alors, en Spring Boot 3, qu'est-ce qu'on a fait? Une des grosses fonctionnalités, c'est ajouter le support de GraalVM et des images natives. Donc, qui n'a jamais entendu parler de ça, de ce que c'est GraalVM ou une image native? Quelques personnes. Ok, cool. On ne juge pas, hein, on écoute et on ne juge pas. Il y a un trend sur YouTube à ce sujet-là. Donc, il n'y aura pas de répercussions. L'idée de GraalVM et des images natives, c'est de transformer votre application Java en un exécutable natif. D'accord? C'est de le transformer au niveau du build et de créer un exe, si vous voulez. Et donc, l'avantage de ça, c'est que vous avez, il y a plein d'avantages, évidemment, en termes de consommation mémoire, en termes de temps de démarrage. Vous avez des temps de démarrage qui sont quasiment instantanés.
En termes de sécurité, voilà, il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de talks sur YouTube à ce sujet-là. Vous faites Spring Boot plus GraalVM et vous allez tomber sur une série de présentations en français ou en anglais de mes collègues ou de moi-même d'ailleurs en fonction d'où vous tombez. Donc, ça c'est vraiment intéressant. C'est un gros morceau pour Spring Boot 3. On a passé énormément de temps là-dessus. Project Loom Virtual Threads avec Java 21. Donc ça, c'est la capacité d'utiliser les threads verts au lieu des threads plateforme. Je ne sais pas si on dit green thread en France ou pas. On ne dit pas vraiment ça. On dit quoi? Thread vert? Au Canada, tu dis green. Mais tu dis quoi alors toi en France? Green thread. Ah, tu dis green thread. Ok, parfait. Donc ça vous permet d'améliorer le throughput de vos applications, la consommation mémoire évidemment, puisqu'un thread virtuel ne consomme pas autant de mémoire qu'un thread plateforme. Donc c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée dans Java 21 et dont vous pouvez bénéficier avec toutes vos applications Spring Boot 3. Il y a un petit peu de littérature à devoir considérer, puisque vous n'allez pas activer cette fonctionnalité-là comme ça, sans regarder un petit peu les impacts. Donc l'idée, c'est un petit peu d'étudier, de regarder un petit peu ce que c'est, quelles sont les contraintes, il y a quelques contraintes, et alors de l'activer, de faire des tests sur vos applications. L'idée vraiment super basique, c'est que si vous faites énormément d'IO, ça va être bénéfice, ça va être intéressant parce que vous avez énormément de threads qui attendent sur des ressources d'un autre serveur. Donc le fait de pouvoir utiliser des threads TG, des green threads, ça va augmenter la performance. Si par contre votre application fait plein de CPU et pas beaucoup d'IO, ne le considérez pas parce que ça ne va pas changer grand-chose. Okay, c'est un peu l'idée. Oui, il y a un switch dans Spring où tu mets juste une propriété et tu passes virtual thread pour tout. Le dernier, qui est aussi un thread un peu performance ici, hein, du coup, c'est les caches au niveau du build ou quelque chose qui est appelé actuellement CDS. Quelqu'un qui a déjà entendu parler de CDS, Class Data Sharing? Toi, arrête de lever le bras, tu ne comptes pas, toi. Ok, d'accord. Donc, l'idée, en gros, vous prenez une application, vous la démarrez, mais jusqu'au moment où l'application s'apprête à servir des requêtes, mais sans le faire. Vous la stoppez, vous demandez à la JVM de construire un cache des classes, si vous voulez. Et la prochaine fois que vous démarrez cette application avec le cache, la JVM connaît déjà les classes et la structure qu'il va devoir charger, et votre application charge plus rapidement. On va faire une démo de ça, pour éviter qu'on ne s'endorme tous. Donc j'ai une application ici que je vais utiliser. L'application en elle-même, elle n'est pas très intéressante. D'ailleurs, on ne va pas vraiment focaliser énormément de temps dessus. Je vais peut-être augmenter ça parce que c'est un peu petit. Ok, donc G, pour ceux qui se demandent, c'est un alias pour Gradle W. Donc c'est le. Alors, est-ce qu'on dit Gradle V d'ailleurs maintenant en France? On dit Gradle W. On dit wagon, le wagon. Je ne comprends pas, vous êtes vraiment bizarre. Ok, donc j'ai construit une app qui est là. Et je vais la démarrer. Et donc voilà, j'ai une app qui démarre en 1 seconde, 5. Qu'est-ce que je peux faire à partir de Spring Boot 3.3? La première chose que je peux faire, c'est que je peux activer un mode où je demande à l'application de s'extraire. Je pense que c'est ça. J'ai oublié déjà, merci. Merci, assistant. Donc, je peux demander à l'application de s'extraire dans un format optimisé. D'accord? Donc, ici, j'ai demandé de l'extraire dans un répertoire qui s'appelle App. Si je regarde dans le répertoire App, je vais voir deux choses. Je vais voir un jar et des librairies. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon application, au lieu d'avoir un jar avec tout dedans, hein, vous voyez les jars et vos classes, etc., c'est de créer une structure de répertoire avec le jar qui permet de démarrer l'application et les librairies. Vous avez la même expérience qu'avant, c'est-à-dire que je peux venir ici et dire la même commande, quoi, java-jar mon app, si ce n'est que cette fois-ci, c'est un jar de démarrage avec les librairies qui sont extraites. Vous voyez que vous avez un léger gain, on a perdu 200 millisecondes en temps de démarrage. Bon, ça fluctue évidemment. Pourquoi? Parce que les jars ne sont pas contenus dans l'uberjar, le fatjar lui-même, donc il y a moins de cycles IO qui sont dépensés pour extraire les jars contenus dans le jar, puisqu'ils sont déjà sur disque.
L'autre raison, c'est que toute la machinerie de bootloader, le truc qui fait que vous pouvez faire java-jar avec votre jar unique, toute cette machinerie-là est complètement éliminée puisque vous avez des jars sur disque. Donc là, vous avez un premier on va dire, un premier avantage à faire ça. Une fois que vous avez cette structure-là, vous pouvez faire autre chose, c'est que vous pouvez activer ce fameux training run CDS dont je parlais tout à l'heure. Alors, une petite explication sur les commandes qu'on a ici. Le premier paramètre, c'est un paramètre de la JVM, hein, vous l'avez reconnu sans doute, -xx, qui sont les flags avancés de la JVM. Il dit en gros, je voudrais bien que tu me crées une classe, un archive des classes à la sortie qui s'appelle application.jsa. Deuxième paramètre, ignorez-le, ça fait partie de la démo, mais on n'a pas besoin d'en parler vraiment beaucoup pour le moment. Troisième paramètre, ça dit à Spring, démarre l'application dans un mode bien particulier où tu la démarres et tu la stoppes immédiatement. Tu la démarres, tu ne commences pas à accepter des requêtes, au cas où il y a des requêtes, et tu la stoppes immédiatement. Et puis le reste, évidemment, c'est démarrer l'application. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir l'application qui démarre, qui s'arrête. Vous avez vu que c'est une application web, donc elle s'est stoppée toute seule, je n'ai pas dû faire quelque chose. Et puis, vous avez toute une série de logs de la JVM qui vous donne des indications sur les choses dans cette application qui ne sont pas encore complètement supportées par CDS. Donc, il ne va pas être capable de se réaliser des proxys, bien, il va trouver des trucs un peu bizarres qu'il ne connaît pas, des problèmes de vérification, etc. Si je regarde maintenant mon application, j'ai une ressource supplémentaire dedans, qui est mon fameux fichier de cache. Et donc, je peux l'utiliser donc avec une commande différente que je ne reconnais jamais. Voilà. C'est pas juste. C'est ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bon, ok, si je commence à mixer les trucs, ça va jamais aller, les gars. Je reviendrai après là-dessus sur ce que c'est. Ah voilà, merci. Donc si je redémarre mon app, j'ai encore gagné. D'accord? On est parti d'une seconde 5, on est à 0,9 là, plus ou moins, en pif. L'idée, évidemment, c'est que maintenant, au lieu de démarrer les classes depuis le début et de commencer à les parser, à les vérifier, à checker chaque, il va utiliser la cache et ça va être plus rapide. Donc ça, c'est déjà complètement fourni à partir de 3.3. Donc si vous êtes sur 3.3, vous avez déjà tout ce que je viens de montrer. Avant, non. OK. Et on est toujours en train de travailler, mais je vais y revenir dans les slides suivants. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Du coup, là, si on renseigne dans une pipeline de CI/CD de notre app avec le produit qu'on packagé, caché du premier lancement, ça aurait quel impact si on switchait de properties dans le prod, par exemple? Ouais, ok. Donc ça, c'est tout un talk sur CDS et tous les impacts. En fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui est génial avec CDS, c'est que tu n'as pas de... C'est pas un on-off switch. C'est-à-dire que si tu modifies des choses en termes de config, etc., qui vont éventuellement recharger plus de classes, ça va moins utiliser le cache, mais ça ne va pas arrêter de l'utiliser. Là où c'est un peu différent, la photo est un peu différente, et revenir sur la structure qu'on a créée, parce que la structure qu'on a créée, ce n'est pas anodin. CDS est très très sensible au changement de classe pass. Donc si ton classe pass est modifié, ne fût-ce qu'en ordre, la cache se désactive automatiquement, parce qu'elle ne pourra pas garantir que le comportement est correct. Donc c'est pour ça qu'on a cette structure où le class pass est fourni pour vous, vous n'avez pas besoin de le donner, parce que si vous le changez, ça ne fonctionnera pas aussi bien. L'autre chose, c'est que tu ne peux pas te permettre de changer de JVM. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé le cache avec une certaine JVM, y compris la version bug fix, si tu commences à upgrader à une nouvelle, il faudra recréer le cache. Si vous voulez vraiment me faire passer de nouveau avec toutes les transitions, merci. Ok, ce qu'on a fait aussi dans Spring Boot 3, c'est on a commencé à regarder un peu dans notre catalogue de templates. D'accord, il y a JDBC template, qu'est-ce qu'on a encore? On a JMS template, on a REST template, on a toute une série de templates qui ont été créés
à l'origine du projet et qui maintenant, ça montre un petit peu des signes de vieillesse, que certaines API ont 20 ans, donc on ne peut pas se permettre de les casser et on ne peut plus vraiment se permettre de les faire évoluer non plus. Donc l'idée, ce qu'on a fait, c'est que… Bienvenue, bienvenue. L'idée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer de nouvelles API que vous pouvez créer à partir de templates, ou vous pouvez créer aussi sans le template pour évidemment offrir une période de transition. Donc, je vous invite à aller regarder ça si ça vous intéresse. REST Client, qui est un nouveau client bloquant avec une API à la Web Client, c'est un peu similaire. JDBC Client, qui est super cool si vous voulez faire vos queries JDBC vous-même avec un DSL et ta navigation. C'est assez simple à utiliser et c'est beaucoup plus agréable que d'utiliser le JDBC template qui, lui, était créé il y a 20 ans, là où toutes ces nouvelles fonctionnalités dans Java n'existaient pas. Aussi, dans Spring Boot 3, on a le support des clients par interface. Donc, si vous regardez ça et que ça vous dit quelque chose, ça vous parle peut-être de Spring Data et d'un repository, où vous créez une interface, vous créez une méthode avec un certain nom et des paramètres, et Spring Data se débrouille sur base de la signature pour créer un repository qui fait la query. Tu fais non, je te vois? Tu n'es pas d'accord? Mais tu peux aller, c'était une remarque, c'est pas de problème. Non? Ok. Alors, l'idée ici de ce que je viens d'expliquer, c'est pareil, mais au niveau HTTP. Donc là, on crée une interface, on donne finalement les prédicats très, très simples ici. Il y a beaucoup plus de support, évidemment, qui est disponible. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un proxy pour vous avec un client HTTP automatiquement. D'accord ? HTTP n'est pas le seul transport qui est supporté. Et je pense qu'il y a déjà un pour AirSocket, je ne suis pas sûr. Et en tout cas, il y en a un qui est en travail pour GraphQL. Donc l'idée, c'est d'exposer. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes interfaces puisque le transport est différent. Et pas les mêmes annotations, pardon, parce que le transport est différent. Mais l'idée, c'est de vous permettre de déclarer ce genre de choses de manière plus simple, au lieu de devoir coder du code de manière répétitive. Je vous ai parlé de la première grosse fonctionnalité qui était le support de GraalVM. L'autre grosse fonctionnalité dans la troisième génération de Spring Boot, ça a été l'observabilité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment retravaillé ça en profondeur à partir du Core Spring Framework et en remontant dans les couches de manière consistante dans tout le portfolio. Ça n'a pas été une transition du jour au lendemain. Donc, ceux qui l'ont utilisé dans les premières versions, j'imagine qu'ils ont un peu de frustration parce que tout n'avait pas été migré dès la 3.0. Bon, on a fait de notre mieux. Mais là, on arrive vraiment avec la fin de cette génération à quelque chose, je pense, qui a une meilleure structure. Donc, ce qui change fondamentalement pour vous, si vous êtes sur Spring Boot 2 et que vous avez utilisé, par exemple, les traces distribuées avec quelque chose qui s'appelle Spring Cloud Sleuth, tout ça n'est plus nécessaire, c'est directement intégré dans Spring Boot. Il y a une nouvelle API d'observabilité où les traces distribuées, les métriques et la corrélation de log, tout ça est prévu dans Spring Boot. Et il y a aussi pas mal de fonctionnalités pour vous aider avec le log, etc. Et je peux faire d'ailleurs peut-être une petite démo. Non, il faut que j'upgrade pour ça. Bon. Allez, je vais quand même faire une démo de ça. Je vous en parlerai. Non, je vais la faire après, parce que sinon ça va m'embêter. Autre fonctionnalité sur laquelle on a pas mal bossé, de manière surprenante, ça a pris pas mal de temps, c'est d'améliorer le support de SSL. Donc pour ceux qui ont ce besoin d'avoir un bundle SSL qui est partagé entre plusieurs fonctionnalités, parce que souvent c'est le même, c'était un peu casse-pied parce qu'il avait tout le temps copier-coller la configuration à gauche, à droite. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette notion de bundle où vous pouvez donner un nom à votre bundle SSL, c'est MyBundle dans la config là. Et ce que ça fait, c'est qu'après, là où vous devez utiliser SSL, vous ne devez référencer que le bundle et automatiquement, c'est configuré pour vous. Merci. Ah. Oui, on sait. L'autre truc qu'on a fait, c'est la possibilité de recharger les certificats alors que l'application tourne. Donc, si vous donnez des certificats sur disque auxquels on peut accéder, il n'y a qu'un flag à ajouter, qui est le flag que vous voyez là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monitore le fichier et on redémarre automatiquement les certificats s'ils changent. Il y a encore d'autres choses qui ont été ajoutées, notamment au niveau actuator. Il y a des informations qui sont exposées maintenant, de manière optionnelle, bien sûr, hein, pour des raisons de sécurité, mais vous pouvez faire plein de nouvelles choses sur cette fonctionnalité-là. Je pense que chaque feature release a eu un petit peu de ça, parce que ça
on a eu du retour de la communauté, les premières versions n'étaient pas géniales, on ne connaissait pas tous les cas d'utilisation. Donc ça, c'était vachement cool de votre part de nous avoir donné l'info. Ouais. Alors, le dernier gros truc que je pense qu'on a fait dans la 3e génération, c'est le support de Service Connection. Alors, qu'est-ce qui connaît Service Connection? Très peu. Okay. Qui est-ce qui connaît Test Containers? Ok. Alors, on va voir si vous êtes réveillés. Qui connaît Docker? Bien. J'apprécie parce que d'habitude, quand je pose des questions comme ça, les gens disent ouais, il troll, il veut juste qu'on lève la main, mais c'est important. Il faut un petit peu bouger, sinon on s'endort. Alors, ce qu'on a fait dans Spring Boot 3, qui a amélioré les choses pas mal, je pense, c'est qu'on a créé une infrastructure où l'application Spring Boot est capable de comprendre qu'il y a des services qui sont liés à l'application et se connecter dessus. D'accord? Donc, je prends un exemple pour Test Containers. Imaginez, vous êtes dans votre test JDBC, par exemple, vous faites un test base de données, vous créez un conteneur Postgres, et puis après, vous devez vous débrouiller pour que l'application Spring Boot se connecte au conteneur Postgres. D'accord? Donc, il faut connaître le port qui a été alloué par Test Container si vous voulez utiliser des ports auto-générés, enfin, ports disponibles de manière random. C'est assez intéressant pour les tests. Donc, il faut récupérer cette information-là, la passer à Spring Boot pour que Spring Boot sache où se trouve le conteneur, etc. C'est un peu casse-pied. Donc, l'idée, c'est qu'on a créé une infrastructure qui permet de rendre ça transparent, relativement transparent. Pour Docker, ce qu'on a fait essentiellement, c'est la même chose avec le support de Docker Compose. Donc, si vous avez un fichier Compose au niveau de votre app et que les services ne sont pas démarrés, Spring Boot, lorsque vous démarrez l'application dans votre IDE, il se rend compte qu'il doit démarrer les services pour vous, il le fait. Et quand vous stoppez l'application, idem, il va stopper les services s'il les a démarrés, sinon il les laisse intacts. On va voir tout ça dans la démo, ne vous tracassez pas. Ben voilà, on y est. Alors, un truc que je n'ai pas montré. Oui, zoomer où? Qu'est-ce que je ressens, toi? C'est mieux? Bravo d'ailleurs pour le support de Docker Compose. Quand le Docker Compose est déjà démarré, vous êtes capable de ne pas y toucher, même à l'exit. Alors que vous êtes capable de prendre en main tout le cycle de vie. C'est super ça. Merci beaucoup. Alors, on va vous montrer quelques petites fonctionnalités qu'on a ajoutées. La première, c'est le support de SBOM. Tous familiers avec ce que veut dire SBOM? Un terme qui a beaucoup, mais vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va arriver très rapidement. Donc, je vais profiter de mettre à jour ma configuration ici pour ajouter le support de SBOM, le fait qu'il soit exposé, parce que sinon, évidemment, il n'est pas exposé. Je n'ai pas installé Spring Security et tout ça. Daniel pourra me flageller à la fin. C'est une démo. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense qu'il va comprendre ça, non? Il ne va pas comprendre ça, IntelliJ. Je pense que si. Alors, on va voir. Mais tu vois, tu m'as fait casser un truc, Daniel, avec ton idée. C'est que maintenant, j'ai plus un. Si, ok, pardon, j'ai rien dit. SBOM. Je ne vais pas le faire là parce que c'est moche. Je vais le faire là. Parce que là, c'est pas moche. Donc, je vois que j'ai un SBOM. Et puis, donc, du coup, ce que Spring Boot va faire, c'est que j'ai ajouté un plugin standard qui va générer des métadonnées au sujet de votre application. Et puis, l'endpoint actuator, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement exposer ces informations-là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez récupérer pour vérifier la compliance, pour vérifier si vous avez une dépendance vers une librairie qui ne serait pas dans la compliance ou qui aura un CVE ou que sais-je. Donc, encore une fois, j'insiste, c'est disponible sans sécurité. L'idée, c'est évidemment d'ajouter de la sécurité pour ça. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va migrer à Spring Boot 4 et on va regarder les choses qui ont été ajoutées. Avant que je ne fasse ça, tiens, je vais juste vous montrer aussi, parce qu'on verra la différence après l'upgrade. J'ai juste ajouté, activé un contributeur pour l'endpoint d'info, pardon, qui montre le process en cours. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce qu'en 3.4, il était amélioré. C'est pas très important. OK, donc on migre
3, 4, 2. Couper ça. Alors, ben, il a l'air content, c'est marrant. Oui, ça démarre, c'est bien. Bon, ça a démarré, c'est génial, mais on va aller comme se promener dans les tests parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui ont changé. Et ça va me permettre aussi d'un peu vous montrer ce que je voulais dire au sujet du support Service Connection. Donc, voilà un exemple tout simple où je dis que je veux créer un test qui fonctionne avec Data JDBC, d'accord, qui va se focaliser sur les repositories, la gestion de la data source, les transactions, etc., mais qui ne va pas démarrer le reste. Je vais dire à Spring Boot, bah, ne remplace pas ma data source par défaut par une data source en mémoire parce que je m'apprête à utiliser Test Containers. J'utilise Test Containers. Voilà mon conteneur. Et alors, la magie, c'est ce truc-là. Donc, la notation Service Connection, c'est littéralement ça. C'est vous placez cette annotation-là sur un composant pour lequel Spring Boot a une implémentation, pour lequel Spring Boot sait quoi faire avec. Donc, il y a une implémentation pour Test Container. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le conteneur, il regarde quel type de conteneur c'est, il se rend compte que c'est un conteneur JDBC et il va automatiquement configurer ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, concrètement, lorsque vous démarrez le test ici, ce que ça fait, c'est que ça démarre un conteneur Postgres pour vous. On le voit ici, hein, que Docker est en train de faire sa magie. Le conteneur est démarré, il est lié à l'application Spring Boot, et puis l'application Spring Boot fait sa création de schéma et le reste. Alors, ce qui est nouveau en 3.4, c'est qu'on peut enfin enlever ça. Pour la petite histoire, j'avais oublié de le faire lors d'une démo, et je m'étais plaint que ça n'allait pas du tout, et j'ai créé un ticket, et je ne me souvenais pas que c'était moi qui avais créé le ticket, donc c'était très très bien. Mais donc l'idée maintenant, c'est qu'à partir de Spring Boot 3.4, on se rend compte que Test Container est utilisé, et on fait ce qu'il faut. Alors, l'autre chose qu'on a changé, ça c'est plus pour une question pragmatique, c'est que le support de Mockito a été déplacé de Spring Boot vers le Core Framework. L'idée, c'est de le rendre vraiment plus intégré avec les fondations. Et donc, ça s'appelle Mockito Bean maintenant. Et c'est disponible dans le package de test du Core Framework, ici. Voilà. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Je vérifie qu'il n'y a pas autre chose que je voulais vous montrer. Je pense qu'il y a autre chose que je vais vous montrer, mais je ne sais plus quoi. Le support de PowerMock en plus de Mockito, parce que c'est pas qu'il y a quand même non, parce qu'on ne supportait pas PowerMock avant et qu'on ne veut pas le supporter parce que sinon ça va faire trop de trucs. Mais si ça t'intéresse vraiment, on a une implémentation test de PowerMock dans nos tests. Parce que ce qu'on devait faire, on devait s'assurer que l'infrastructure fonctionnait avec plusieurs trucs différents. Donc si tu cherches dans les sources du framework, tu vas trouver une implémentation pour PowerMock basique. Mais c'était juste pour prouver que l'API était suffisamment générique pour pouvoir plugger une autre implémentation. Non, je ne vais pas vous faire une démo du tracing parce que je ne l'ai pas prévu et que ce n'était pas 3.4. Donc non, je refuse. Local dev mode, qu'est-ce que tu entends par ça? En fait, tu démarres ton application Spring Boot oui. avec Test Container, mais tu n'es pas en test. Ah oui, ça. Oui, si, je pourrais le faire. Voilà, tu peux faire ça. Hein. Tu vas sur start.spring.io, je vais te donner une démo tout de suite. Tu tapes PostgreSQL. Tu peux, les deux fonctionnent. Ouais. Et c'est quoi la différence alors? La différence, c'est que tu utilises Test Container d'un côté dans ton test et que dans l'autre sens, tu ne l'utilises pas, c'est ta main class. L'avantage dans les tests, c'est que tu peux peut-être configurer ton application différemment pour un scénario test que tu veux tester. Et peut-être avec des choses qui sont vraiment spécifiques peut-être à l'équipe de dev, tandis que tu ne veux pas commencer à les farfouiller dans ton code de prod, tu vois. Donc voilà ta démo. Tu cliques là-dessus dans ta tête et ça la démarre. Mais donc en gros, c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis que je veux démarrer une application en utilisant l'application de production comme la source. Et je lui dis que je veux également appliquer cette classe. Si on regarde la classe à quelle tronche elle a, ben voilà, cette classe, elle a cette tête-là, c'est-à-dire qu'on retrouve
notre définition test containers. Donc, ça va démarrer test containers, démarrer Postgres, connecter le conteneur Postgres à l'application Spring Boot, etc. etc. Okay, donc, voilà. Si vous voulez faire une démo avec d'autres conteneurs, il suffit d'aller sur start.spring.io, sélectionner test container, ça c'est important, et puis une dépendance pour laquelle on a un support du conteneur. Tout ça, c'est dans la doc, et vous pouvez faire votre démo comme ça. Okidoki. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah oui, structure logging. Structure logging. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, ce qu'on a ajouté dans 3.4 aussi, c'est la possibilité de prendre vos logs, au lieu d'afficher les logs sur format textuel tel que vous les connaissez tous, de les structurer dans un format plutôt qu'un processeur peut mieux comprendre, sans devoir commencer à saucissonner les éléments individuels, donc c'est beaucoup plus rapide, sachant qu'il y a différents formats dont je vais parler brièvement. Alors, pour l'utiliser, je peux faire ça. Donc, utiliser la propriété qui me dit d'utiliser Structure Logging pour la console. Et donc, si je redémarre, alors ECS, pour ceux qui se demandent, c'est une spec de chez Elastic, nos amis d'Elastic. Donc, vous avez vu que si je redémarre mon app, mon app, elle crache un document JSON par ligne. Et ce document JSON a toute une série de métadonnées. Donc, on va retrouver évidemment le message, le process ID, le thread, le nom de l'application, toute une série de choses. D'accord? Et ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais dire, OK, j'ai plutôt envie d'utiliser l'ancien format qu'Elastic avait. Je pense qu'il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Je pense que Logstash est relativement plus vieux. Je bascule sur Logstash et donc là, je vais avoir le même système avec un autre format. Donc, si votre plateforme de monitoring, elle accepte du Logstash, vous mettez Logstash, bam, vous ingérez ça dans votre application de monitoring qui parse, et puis vous pouvez corréler les logs de cette manière-là. Question de la part d'un type intéressé, on peut changer le modèle du JSON des métadata? Oui. Donc, oui, non, mais carrément, je te vois bien arriver, oui. Donc, l'idée, c'est que les éléments qui sont donnés, il y a des éléments obligatoires en fonction du format, c'est-à-dire que Logstash s'attend à avoir la propriété A, la propriété A, la propriété C, et que nous, on se débrouille pour fournir ce format-là pour que Logstash comprenne le document. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu as deux moyens d'ajouter, donc il y a trois moyens en réalité. Tu as deux moyens d'ajouter des attributs supplémentaires. Un avec un truc qu'on connaît tous qui est le MDC, le Map Diagnostic Context, donc qui permet, lorsqu'on écrit une ligne de log, de pouvoir ajouter un attribut contextuel. Ce truc-là va le détecter et va l'ajouter dans le JSON. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a une nouvelle API dans SLA4j à partir d'un 3 qui permet de créer une entrée de log avec des attributs. Alors moi, je ne connaissais pas ça du tout. Donc, il y a un truc maintenant qui s'appelle, vous faites logger @info ou @debug, et ça vous donne un DSL où vous pouvez ajouter des attributs et le message de log. Et ça permet de ne pas devoir mettre l'information de contexte dans le thread local et puis de l'enlever juste après. L'idée, ça se fait en une seule ligne et c'est plus concis si c'est jamais une seule ligne qui est nécessaire. Bon, évidemment, avoir le format dans la console qui vous jette ça, c'est pas trop génial quand vous êtes en dev. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez aussi dire de le faire au niveau du fichier. Vous donnez un nom de fichier, par exemple logs.out, ça comme ça. Vous retournez donc du coup avec votre log lisible pour vous. Et puis derrière, vous avez au niveau du build, vous avez votre log qui est. Je ne pense pas que c'est le bon fichier parce qu'il était déjà rafraîchi, hein, mais allez, on va faire ça pour que vous me croyiez. OK, voilà, boum, c'est bien ce fichier-là. OK. Donc ça, c'est structure logging. Ça c'est encore une des choses qui s'est améliorée par rapport à quand on a démarré sur la story observabilité en 3.0. Alors, dernière démo, et puis après on parlera un petit peu de Spring Boot 4 et de vos questions. Et encore, oui, encore autre chose, mais je vais y arriver. Dernière démo. Qui connaît MockMVC ici? Ouais. Qui déteste les apports statiques de MockMVC? Vous n'utilisez pas vraiment MockMVC si vous ne détestez pas. Okay, merci. Ça me remplit de joie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait récemment? Donc, c'est dans 3.4 du coup. Ouais. C'est qu'on a implémenté une nouvelle API pour ça. On va vous montrer tout ça ici. Est-ce que c'est ici? Ouais. OK.
vous voyez MockMVC avec notre flopé de machin, là, pour que ça marche. Donc, notre nouvelle API, et je vais le mettre en dessous juste pour éviter que tout devienne rouge si jamais je modifie celle qui existe. Hein. Mais l'idée, c'est que vous n'utilisez que un, quoi. Vous n'utilisez pas les deux. Enfin, vous pouvez utiliser deux si vous voulez, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a une nouvelle API qui s'appelle MockMVC Tester. Et donc, cette API-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle offre deux choses. La première, c'est qu'elle offre un DSL pour préparer la requête. Donc, c'est fini les apports statiques. La deuxième, c'est qu'elle supporte Assertj. Donc, au niveau des assertions sur la réponse, vous pouvez utiliser Assertj nativement. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, vous démarrez avec... D'ailleurs, ça m'embête que ça s'appelle MVC Tester. On va l'appeler MVC2. Alors, MVC2. Oups. Donc là, j'ai une série de choses que je peux faire avec. Attends, parce que je me trompe peut-être, mais... Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ouais, non, ça, c'est pas normal du tout. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Ah oui. Je sens que c'est les dieux de... Les dieux les mots qui m'en veulent, là. Attends. Est-ce que c'est très très bizarre qu'il fasse ça? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'il y a un truc que je loupe, mais je ne sais plus ce que c'est. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas l'autocomplétion pour le reste, en fait. Très étrange. Ah, c'était ça. Ok. Tu vois, un peu bête, hein. Donc, API Incidence. D'accord, ça vous donne un... Évidemment, ça, c'est super moche, du coup. Parce que j'ai pas le DSL que je veux. Donc, ça vous donne toute une série de choses pour tester le statut. Après, vous pouvez vous promener dans le body. Si c'est un body en JSON, ben, vous pouvez soit utiliser JSON Pass, soit utiliser JSON Pass donc pour extraire des chemins dans le JSON pour faire les assertions. Soit vous pouvez convertir le JSON dans un objet pour asserter l'objet directement. Soit vous pouvez utiliser JSON, comment il s'appelle celui-là? Le truc qui permet de vérifier que deux JSON sont égaux. Donc vous avez JSON assert, merci. Donc ici, on a toute une série de fonctions, donc de méthodes, pardon. Donc du style, on peut dire oui, c'est égal, mais si l'ordre des éléments dans le JSON ne sont pas les mêmes, c'est quand même bon. Donc ça, c'est le léniant. Et puis il y a aussi du strict si vous voulez vraiment vous assurer que le JSON en sortie, il a une tronche bien particulière. Bon, voilà. Donc du coup, bah, ça permet de rendre les appels un petit peu plus fluents. Donc ça, c'est assez sympa. Il y avait un truc qui était... Enfin, alors, je sais pas, je vais avoir une utilisation un peu compliquée, mais moi, j'aimais bien les fonctions statiques. Parce que je pouvais définir mes fonctions statiques. Par exemple, undo print. Moi, je faisais undo create. Tu peux toujours le faire. Tu peux toujours le faire. Donc, sur le MVC2. Oui, oui. Sur MVC2, tu as get URI brawl. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Exchange. Get MVC result. Et là-dessus, tu peux faire des apply avec. Maintenant, si tu aimes bien les méthodes statiques, continue d'utiliser mon MVC. On ne va pas l'enlever. Hein. Pas de problème. Hein. Il n'y a pas ce mécanisme d'extension. Statique, c'est statique. Ouais, à un moment donné, il faut savoir où tu vas manger. Quoi. Soit que tu fais. Oui. Discuter avec moi. Si tu veux, mais pas maintenant devant tout le monde. Mais dans tous les cas, voilà, le fait d'aimer la programmation fonctionnelle ne t'empêche pas d'utiliser ce truc-là. Alors, Spring Boot 4. Qu'est-ce qu'on va faire dans Spring Boot 4 rapidement, on reste avec une baseline Java 17. Donc pour ceux qui... Oui, il y a ceux qui peuvent upgrader et qui disent « Oh, Spring ne va pas nous forcer à upgrader ». Il y a ceux qui ne peuvent pas upgrader et qui font « Ouais, Spring ne va pas nous forcer à upgrader ». Donc voilà, on connaît la chanson. Mais l'idée, c'est qu'on va vraiment faire du boulot bien spécifique pour la prochaine LTS, qui est Java 25, qui va arriver bientôt. Notamment, une des fonctionnalités qui va arriver dans Java 25, c'est Class File API.
Et ça permet donc de remplacer une partie de ce que ASM fait, c'est-à-dire lire le bytecode pour faire toute une série de trucs magiques que Spring fait. Et donc, si on tourne sur Java 24, l'idée, c'est qu'on va utiliser cette API-là qui est directement dans la JVM et qui sera très certainement plus efficace. L'autre chose qu'on fait déjà, d'ailleurs, parce qu'on a déjà pas mal de prototypes qui le font, si vous vous souvenez, ma démo de CDS, là, tout au début, où je démarre l'app, je la stoppe et il y a une cache. À partir de Java 24, ils ont commencé à merger une partie d'un projet qui s'appelle Projet Leiden. Il faut aller voir si ça vous intéresse. Et on supporte déjà certaines de ces infrastructures. Donc, l'idée, c'est que l'équipe, la Java Platform Oracle, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent sur une amélioration de CDS. CDS sur stéroïdes, si vous voulez, où en plus des classes, ils vont commencer à scanner toute une série de choses pendant le training run. Et ça va encore améliorer la performance au niveau démarrage et aussi la consommation mémoire va diminuer. Voilà, on suit tout ça avec eux. On a déjà des protos, donc ça arrivera dans Spring Boot 4. Migration à Jakarta I11, même si ce n'est pas encore vraiment réalisé, mais plus ou moins. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir passer aux nouvelles versions des serveurs embarqués, donc Tomcat 11, GT12, il y a une typo, c'est GT12.1, peu importe. Et migration à Kotlin 2, pour ceux qui utilisent Kotlin. Voilà, qui est déjà faite, hein, puisqu'on a il y a un premier milestone de Spring Framework qui est sorti la semaine passée. Spring Framework, lui, va passer à 7, donc Spring Boot 4, Spring Framework 7. Il y a déjà un premier milestone de Spring Framework 7 où on a migré à Kotlin 2. Donc voilà, c'est en cours. L'autre gros changement qu'on va voir arriver dans Spring Boot 4, c'est l'adoption de gspecify. Donc ça vous permet en fait de marquer votre code. Donc il y a vraiment deux aspects. Le premier aspect, c'est de marquer votre code pour valider qu'à aucun moment, quelque chose qui ne doit pas être nul ne l'est pas. D'accord? Et ce que ça fait, c'est que ça analyse votre code au build et ça plante le build si, à un moment donné, vous ajoutez quelque chose qui appelle du code avec nul et qui ne devrait pas. Donc, on avait déjà ça dans Spring Framework 6 avec nos propres annotations et la première spec qui avait été faite à l'époque. Et ici, ils viennent de réaliser une nouvelle mouture de cette spec qui est plus puissante, qui permet de gérer plus de cas. Et donc, simplement, on migre à cette nouvelle mouture. L'avantage de cette nouvelle mouture, qui est le deuxième élément, c'est qu'il y a une intégration transparente avec Kotlin. Donc, ça veut dire que nous, on a fait la migration à Spring Framework. Maintenant, si vous utilisez Kotlin, il y a beaucoup plus de choses qui sont plus naturelles quand vous appelez depuis Kotlin une classe Java dans Framework, puisque cette classe est au courant de l'annulabilité. Vous n'avez plus des trucs bizarres où Kotlin vous dit là, il y a un problème, alors qu'en fait, il n'y en a pas, parce que cette information n'est pas passée entre les deux langages, si vous voulez. Question. C'est aussi Barcelone.